Une valise au nom de Ponge a été retrouvée dans le hall. Francis Ponge, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de Ponge, il y a un micro, un drapeau rouge, une coquille d'huître, un jeu de cartes et un pinceau. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise de Francis Ponge, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Tout d'abord, le micro. Francis Ponge est né le 27 mars 1899. C'est un enfant du Sud. Il est né à Montpellier et sa famille s'est ensuite installée à Avignon. Il y vit une enfance heureuse et ensoleillée jusqu'en 1909, année au cours de laquelle son père est muté à Caen, en Normandie, ville de François de Malherbe et d'Orelsan. D'ailleurs, Ponge va au lycée Malherbe, il n'y avait pas de lycée Orelsan. Il a bien du mal à se faire à la Normandie qu'il définit comme le contraire de la Provence. Pas de cigales et bien moins de soleil en effet. À l'école, Francis est un excellent élève, quoique un peu discret. Il a de bons résultats et étudie avec plaisir les auteurs classiques et la langue française. Dans la bibliothèque de son père, il s'amuse souvent à lire le dictionnaire. Et il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque, fallait bien s'occuper. Pendant son adolescence, il voyage souvent. En 1915, tandis que la Première Guerre mondiale fait rage, il poursuit de brillantes études et rédige même ses premiers poèmes. Il pense à s'engager dans l'armée, mais une crise d'appendicite l'en empêche. Au baccalauréat, sa dissertation obtient la meilleure note de l'Académie. Il est ensuite admissible à une licence de philosophie, mais il reste muet à l'oral et air calé. Vous allez voir, l'oral, c'est pas trop son truc. Après une courte mobilisation militaire et une maladie, il poursuit ses études. Admissible à l'école normale supérieure, il est une nouvelle fois recalé, car il n'est une fois de plus pas parvenu à parler lors de son oral. Décidément, il semble y avoir, dans l'enfance et l'adolescence de Ponge, une réelle difficulté face au langage, ou du moins face à l'expression. Difficulté qu'on retrouve dans ses écrits et dans ses poèmes, qu'il présente lui-même comme une opération en acte, une parole à l'état naissant. Conscient de cette difficulté à l'oral, il dédie même l'un de ses premiers poèmes, Le sérieux des faits, au célèbre acteur du cinéma muet Charlie Chaplin. Ainsi, s'il s'intéresse particulièrement aux choses, c'est aussi, peut-être, parce qu'elles sont muettes et que Ponge, ayant lui-même du mal à s'exprimer, voulait leur tendre un micro. Vous savez que ce qui me porte ou me pousse, m'oblige à écrire, c'est l'émotion que procure le mutisme des choses qui nous entourent. Peut-être s'agit-il d'une sorte de pitié, de sollicitude. Enfin, j'ai le sentiment d'instance muette de la part des choses, qui solliciterait de nous qu'enfin l'on s'occupe d'elles et les parle. Le mutisme, l'aphasie ont inspiré Ponge et ont probablement aidé à faire naître en lui une véritable rage de l'expression. Lui qui a tant de mal à l'oral s'empare donc de l'écrit pour s'affirmer poétiquement et politiquement. Ce qui nous amène au drapeau rouge, symbole du mouvement ouvrier, souvent utilisé par des mouvements révolutionnaires ou des organisations syndicales, socialistes ou communistes. Parce que oui, Ponge, en vieillissant, a réussi à prendre la parole et à faire entendre ses revendications. En 1920, il mène une vie de bohème entre la Normandie et Paris. Il voit ses amis et continue d'écrire. En 1921, il rédige Esquisse d'une parabole, où il exprime justement ses opinions de plus en plus socialistes. Il finit par trouver un travail dans la célèbre maison d'édition Gallimard, mais pas encore comme auteur, il est au service de fabrication. En 1923, il publie Fragments métatechniques. Esquisse, fragments, on sent déjà que Ponge aime particulièrement les textes courts, comme vous, j'imagine. Il le dit lui-même lors d'une interview à propos de Marcel Proust. Je commençais vraiment à savoir ce que je voulais faire et je tendais vers une littérature extrêmement serrée, dense, de petits textes à la fois très courts, exactement le contraire de ce que Proust montre, c'est-à-dire un langage synthétique. En 1923 encore, il perd son père, dont il était très proche. De plus en plus antimilitariste et rebelle, il s'intéresse à la politique et suit l'actualité avec attention. Il rencontre des artistes, tels que les hommes de lettres Jacques Rivière et Jean Paulhan, qui deviennent ses amis et lui donnent de nombreux conseils. Jacques Rivière est directeur de la Nouvelle Revue Française, une célèbre revue littéraire et critique. Jean Paulhan est son secrétaire et ami proche, qui le remplace ensuite.
En 1926 est publié le premier recueil de Ponge, très court encore une fois, 12 petits écrits. Au moins le titre n'est pas trompeur, il s'agit effectivement de 12 petits textes, mélange de prose et de vers, mettant aussi bien en scène Hamlet, le personnage de Shakespeare, qu'un ouvrier. On y trouve déjà des traces de ses œuvres à venir, de la description amusante d'une tortue et de sa carapace maison, à celle du vol d'une mouche. En 1931, Francis épouse Odette Chabanel. Comme il le dit lui-même, pour Mériter sa femme, il doit trouver un travail et est ainsi employé dans les messageries Hachette, un système de diffusion et de distribution de journaux et de livres. C'est une expérience horrible, et Francis parle même de bagne de premier ordre. le travail est difficile et la cadence infernale. Il s'oppose de plus en plus violemment à son patron et sa conscience politique s'affirme. Il participe à des manifestations, devient responsable syndical et organise des grèves et des occupations. En 1937, il adhère au Parti communiste. La même année, il est licencié de chez Hachette. Alors bon, Hachette techniquement, c'est nous. Désolé Francis. Il va ensuite alterner les périodes de chômage et de petits boulots. Sur son temps libre, il écrit. Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la résistance en zone sud. Il connaît l'âpreté de la guerre, perd des amis et écrit pour des revues anti-nazis. Quand il a le temps, il va se promener dans la nature, dans les bois de pin, et écrit dans des cahiers sur le peu de papier qu'il parvient à trouver. Que ce soit au travail ou durant la guerre, Ponge est un homme de combat, refusant l'abandon et la résignation. Son engagement politique va de pair avec son travail poétique. Dans La rage de l'expression, il écrit d'ailleurs « Je commence à percevoir un peu clairement comment se rejoignent en moi les deux éléments premiers de ma personnalité, le poétique et le politique. » Par son travail sur les choses, Ponge semble espérer un monde nouveau, en façonnant le langage pour faire jaillir une harmonie nouvelle. Cela se ressent dans ses prises de position, mais aussi dans ses textes, et notamment dans son œuvre la plus célèbre, Le parti pris des choses, paru en 1942. Troisième objet, l'huître, qui est justement un poème présent dans Le parti pris des choses. Vous voulez un extrait ? Allez, d'accord. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. C'est joli. Ah, ça ne donne pas faim, je déteste les huîtres. Mais c'est un bon exemple de ce que Ponge propose dans son recueil. Dans une série de poèmes en prose, il décrit des choses, des animaux, des objets, des éléments banals du quotidien, des murs, une bougie, du pain, une orange, un morceau de viande. Alors non, il ne fait pas sa liste de courses. Son but, présenter de la manière la plus précise possible tous ces objets muets qu'on ne regarde presque plus. Ponge disait avoir L'ennui de l'homme, et le goût des objets. Or, pour lui, ces objets méritent mieux que les définitions arides des dictionnaires. Ils méritent Une définition sensible. loin des habitudes et des lieux communs. Pour ce faire, Ponge emploie plusieurs techniques, cherchant à surprendre le lecteur. Il propose des métaphores et des comparaisons originales. Il compare par exemple les fleurs à Une tasse mal lavée. ou la croûte du pain à la. Cordillère des Andes. Pour Ponge, prendre le parti des choses, c'est vouloir les défendre, les regarder avec respect, loin de l'habitude, des clichés, des stéréotypes ou des épanchements classiques de la poésie. C'est ça aussi que symbolise l'huître, la volonté d'aller explorer en profondeur, sous la dureté apparente de la coquille, à la recherche d'une perle qui s'y cache peut-être, qu'on trouve par hasard et dont on peut s'orner. Plus qu'un travail artistique, la poésie de Ponge tient de l'expérience scientifique, ce qu'il assume pleinement en affirmant souvent qu'il ne veut pas être considéré comme un poète. Oui, je me veux moins poète que savant. Je désire moins aboutir à un poème qu'à une formule, qu'à un éclaircissement d'impression. S'il est possible de fonder une science dont la matière serait les impressions esthétiques, je veux être l'homme de cette science. Ponge décrit souvent les objets par leurs caractéristiques physiques, d'une manière presque scientifique, mais il peut également s'attarder sur le mot qui désigne l'objet, comme le ferait un linguiste. Il appelle cette volonté d'étudier le langage et ses potentialités. Le compte tenu des mots. Par exemple, quand il étudie le cageot,
Il commence par s'étonner du mot lui-même. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cajot. Il travaille à la fois l'objet et le mot qui désigne l'objet, ses lettres, son étymologie. Il y a donc un travail poétique double sur les choses, mais aussi sur le langage. S'inspirant des auteurs qui l'ont précédé, notamment des surréalistes dont il est un temps proche avant de s'en éloigner, Ponge préfigure le mouvement de l'Oulipo, qui cherche aussi à explorer les possibilités du langage en jouant sur et avec les mots. Car même si sa démarche est scientifique et sérieuse, même s'il s'applique à utiliser des dictionnaires comme le Littré ou à consulter des ouvrages théoriques, son travail littéraire tient aussi du jeu. Ce qui nous amène au 4e objet de cette bien étrange valise. Un jeu de cartes qui, lui, représente le fait que le jeu occupe une place très importante chez Ponge. Sous des allures un peu austères, ses poèmes, ou plutôt ses tentatives de poèmes, sont en réalité souvent très ludiques et débordent d'humour. Il fait des jeux de mots, joue sur les sonorités, sur des associations d'idées originales, des rapprochements étymologiques audacieux, et il n'hésite pas à surprendre le lecteur, comme lorsqu'il écrit un poème sur le plaisir d'ouvrir une porte. Au-delà de ses traits d'esprit, le jeu est véritablement au cœur de la poétique de Ponge. Pour exprimer cette idée, il a même inventé un mot, L'objet. mot valise un peu rigolo, mélange d'objet et de jeu, J-E-U. Dans ses textes, Ponge met l'objet en jeu. Il joue avec. Il peut jouer à le décortiquer, mais il peut aussi jouer avec ses lettres, comme dans le poème « Le gymnaste », où il s'amuse à voir dans le Y du mot la forme du sportif en maillot. Comme son jet l'indique, le gymnaste porte le bouc et la moustache que rejoint presque une grosse mèche en accroche-cœur sur un fond bas. Moulé dans un maillot qui fait 2 plis sur l'aine, il porte aussi, comme son Y, la queue à gauche. S'étant aperçu qu'il pouvait recommencer plusieurs fois ses poèmes, trouvant des qualités ou des idées nouvelles à chaque tentative, il y revient régulièrement, comme un joueur de jeux vidéo faisant plusieurs parties sur la même map ou le même niveau, mais toujours d'une manière différente. Ainsi, Ponge joue et prend du plaisir dans son échange avec l'objet, et il met un peu de lui-même, un peu de son jeu, J-E, dans l'objet. L'objet est donc un objet, J-E-U, générant de l'objoie, un autre mot inventé par Ponge pour décrire le bonheur de l'écriture. Comme vous l'aurez compris, même si Ponge est très sérieux dans sa démarche, cela ne l'empêche pas de s'amuser. Il est toujours dans un entre-deux entre l'objectivité scientifique et la subjectivité poétique, entre le lui et le je, entre le travail et le jeu. Ce mélange est aussi un aveu. Puisque l'entreprise de créer un poème parfait pour présenter l'objet est vouée à l'échec, il s'en amuse. L'irrationnel et l'absurde nous entourent et Ponge les combats en revenant à des choses simples. Ponge a la poésie joyeuse et c'est aussi une grande part de sa force. Une dimension qu'il assume d'ailleurs. Écrivant les textes dont quelques-uns forment le parti pris des choses, je n'ai jamais fait que m'amuser, lorsque l'envie m'en prit, à écrire seulement ce qui se peut écrire sans cassement de tête, à propos des choses les plus quelconques, choisies parfaitement au hasard. Et enfin, le pinceau. Alors non, Ponge n'était pas un peintre et pourtant, la peinture occupe une place très importante dans sa vie et dans son œuvre. Il utilise notamment beaucoup du vocabulaire des peintres pour définir son travail littéraire, notamment la notion d'atelier, qui est le parcours proposé au bac et qu'on retrouve dans plusieurs de ses titres, l'atelier contemporain ou encore page d'atelier. À la Libération, Ponge est célèbre. Le parti pris des choses a été un succès et beaucoup de grands écrivains l'applaudissent. Il devient directeur des pages littéraires du journal Action, fréquente Camus, Sartre et de nombreux intellectuels, tout en poursuivant son travail littéraire. Mais la vie publique ne lui plaît guère. Il s'en éloigne finalement, se concentrant sur son travail et sur l'enseignement. Éminemment respecté, il donne des conférences un peu partout en Europe. Lui qui avait tant de mal à l'oral ose prendre la parole en public. Il écrit de nombreux articles sur la littérature, notamment sur Malherbe. Il n'a rien écrit sur Orelsan, mais en même temps, il n'était pas né. Surtout, il se passionne pour la peinture et fréquente de nombreux artistes, dont Picasso. Dès 1948, il a écrit sur la peinture, notamment dans son livre « Le peintre à l'étude ». Il a également travaillé avec plusieurs peintres et est devenu très ami avec Georges Braque, qui fut d'une certaine manière son maître à penser et un modèle. Entre 1946 et 1980, Ponge a rédigé 9 textes sur Braque. C'est dire s'il avait des choses à dire.
Braque le réconciliateur, braque Japon, braque lithographe, braque votif, braque ou un méditatif à l'œuvre. Un peu plus, et il écrivait aussi braque à la plage et braque à la ferme. Plus sérieusement, la peinture de Braque passionne Ponge. Braque fait en réalité plus ou moins ce que Ponge voudrait tenter avec la littérature. Il s'éloigne de la peinture classique, explore la géométrie, le cubisme et travaille beaucoup sur les natures mortes, notamment les objets qu'il explore et transfigure. Ça ne vous rappelle rien ? Ponge et Braque sont très amis et travaillent ensemble à plusieurs reprises. Souvent, Ponge visite des ateliers d'artistes et justement, la figure de l'atelier occupe une place centrale dans sa poésie. Chez lui, le poète est, comme un peintre, un artisan. Il écrit. Mes amis Pollan et Gallimard ayant porté au grand jour, en 1942, ce très mince recueil « Le parti pris des choses », morceau choisi de prose née sur mes établis durant la première moitié de mon âge, il en résulta que je me trouvais, peu après, fréquentant certains autres ateliers, ceux de peintres et sculpteurs, me traitant en familier. Ponge a beaucoup observé les peintres au travail. Inspiré par ça, il s'est aussi observé lui-même, conservant ses cahiers, ses brouillons, comme un peintre entasse son matériel et ses essais dans son atelier. Les peintres emploient de la peinture, Ponge emploie des mots, à la fois leur signification mais aussi leur forme, avec laquelle il joue comme un peintre, mélangeant les couleurs. À partir du moment où l'on considère les mots comme une matière, il est très agréable de s'en occuper, tout autant que peut l'être pour un peintre de s'occuper des couleurs et des formes. Très plaisant d'en jouer. Affirme-t-il dans Pratique d'écriture ou l'inachèvement perpétuel en 1984. Dans La rage de l'expression, il déclare également que le poète est un moraliste qui dissocie les qualités de l'objet puis le recompose, comme le peintre dissocie les couleurs, la lumière et les recompose dans sa toile. toute sa vie, Ponge a été fidèle à son idée d'exploration de la langue, de travail acharné du langage dont il ne cache rien, allant jusqu'à éditer ses brouillons, ses tentatives et ses échecs. Ses œuvres qui ont suivi le parti pris des choses, de ses recueils tels que les proèmes à ses essais ou ses entretiens, témoignent d'une pensée constante, caractérisée par la rigueur. Même si son œuvre peut sembler difficile d'accès, elle présente une richesse incroyable qu'une si petite valise ne saurait contenir tout entière. Après une vie de travail et de recherche, Francis Ponge meurt le 6 août 1988, très certainement entouré de nombreuses choses et d'objets qui auraient bien mérité qu'on essaie de leur écrire un poème. L'œuvre de Ponge, c'est pas de la tarte, encore qu'il aurait pu écrire un très joli texte sur les tartes. Chez Ponge, le poète se fait linguiste, scientifique, chercheur, peintre, humoriste. Ce qu'il propose est un travail très complexe, fait d'essais et de beaucoup plus d'échecs que de succès. Mais comme le voyage est souvent plus passionnant que la destination, le travail de la langue est souvent plus exaltant que le résultat final, le poème clos, achevé. Ponge, en ce sens, ne se considérait pas comme un poète, plutôt comme un artisan au travail dans son atelier. Cela se ressent particulièrement dans un recueil tel que La rage de l'expression. D'ailleurs, pour en savoir plus à ce propos et en apprendre davantage sur l'art pongien, on dit pongien, pas pongiste. Pongiste, c'est les gens qui font du ping-pong. Foncez écouter notre podcast La rage de l'expression sur le bout des doigts. Mais allez, refermons la valise, on ne sait jamais, il pourrait vouloir la récupérer et peut-être même tenter d'en faire un poème. Et si jamais vous aimez le ping-pong, n'hésitez pas à écrire un poème sur les raquettes, elles le méritent bien. Dans la valise de Francis Ponge, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.